Bonjour, permettez-moi de vous présenter le cours des urgences néonatales. Il faut savoir que les maladies congénitales ou malformations congénitales sont déterminées par des facteurs multiples. Ces facteurs sont d'ordre génétique, écologique ou autre. Ces malformations congénitales sont nombreuses et variables et peuvent affecter tous les organes et tous les systèmes. Ils peuvent se présenter comme des malformations cardiaques, des anomalies du tube neural, les fentes labiales et palatines, ou des anomalies digestives telles que sténose du pylore et les syndromes occlusifs. Ces malformations représentent 3 à 5% des naissances, c'est-à-dire 3 à 5% des nouveau-nés qui naissent peuvent présenter des malformations soit simples, soit complexes. Donc ces malformations augmentent la morbidité et la mortalité générale, surtout lorsqu'il s'agit des malformations incompatibles avec la vie. Euh, ces malformations sont produites par un processus primaire, intrinsèque et précoce de morphogénèse anormale. D'accord? La structure primordiale de l'organe ne se forme pas normalement, c'est-à-dire soit une différenciation incomplète, par exemple 5 dactylie, ou différenciation anormale, type d'exemple polydactylie. Il faut savoir que les anomalies congénitales sont soit uniques, c'est-à-dire seulement une seule anomalie, soit complexes, c'est-à-dire plusieurs anomalies. Généralement, les anomalies congénitales complexes rentrent dans le cadre d'un syndrome. Il faut savoir qu'il existe des anomalies appelées séquencées, c'est-à-dire une anomalie primaire qui détermine secondairement d'autres anomalies, c'est-à-dire une seule anomalie qui engendre les autres anomalies. C'est-à-dire il n'y a pas des anomalies qui sont différentes ou qui sont chaque anomalie seule. C'est-à-dire une seule anomalie qui va entraîner les autres anomalies. Type d'exemple, la séquence de Pierre-Robin. La séquence de Pierre-Robin, l'anomalie principale est l'hypoplasie de la mandibule qui va engendrer par la suite la fente palatine et la glossoptose. Sur ce schéma, on vous montre les anomalies séquencées, c'est-à-dire la séquence de Pierre-Robin. La séquence de Pierre-Robin, la seule anomalie, c'est le micro-rétrognatisme. D'accord? Le micro-rétrognatisme qui va, c'est-à-dire le recul de la mandibule, cette mandibule, d'accord, en arrière, qui va engendrer une glossoptose, c'est de la surélevation de la langue. La surélevation de la langue va provoquer la fente palatine, d'accord? Et ça va engendrer à la fin un syndrome dysmorphique qui n'est pas complexe, mais qui est séquencé. D'accord? Les causes des anomalies congénitales. Il faut savoir qu'il existe plusieurs causes de ces anomalies congénitales ou ces urgences congénitales. Ils sont généralement d'ordre génétique. 45%, c'est les mutations congénitales et génétiques qui engendrent ces malformations congénitales. D'accord? 50% sont inconnus ou des facteurs non identifiés jusqu'à maintenant. D'accord? 5%, c'est des causes généralement tératogènes non génétiques. Donc, il y a une importance du conseil génétique pour la prophylaxie et la prophylaxie des malformations congénitales. Donc, par définition, ces malformations ou urgences chirurgicales néonatales sont des situations pouvant relever d'un état congénital nécessitant une urgence ou une chirurgie d'urgence. Il faut savoir que ces anomalies congénitales ou ces urgences congénitales sont découvertes lors des soins du nouveau-né en salle de naissance. Sinon, on doit dépister ces anomalies congénitales ou ces urgences congénitales lors du premier examen en salle de naissance. Lors de la désobstruction oropharyngée, il faut dépister l'atrésie des couannes, dépistage de l'imperforation anale, dépistage de l'atrésie de l'œsophage, et lors du soin du cordon, tout ce qui est
encéphalocèle ou laparoschisis. Il faut savoir que le dépistage il est systématique, surtout pour les urgences dites apparentes. D'accord? Parce qu'il existe des urgences chirurgicales apparentes et des urgences chirurgicales non apparentes. D'accord? Mais il faut au minimum faire le dépistage des malformations apparentes en salle de naissance. Commençons par l'atrésie de l'œsophage. L'atrésie de l'œsophage, c'est un trouble de l'embryogenèse entre la 4e et la 6e semaine de développement. Elle engendre une amputation d'un segment de l'œsophage, regardez ici, créant deux cul-de-sac supérieur et cul-de-sac inférieur, avec ou sans fistule œsotrachéale. D'accord? Ici c'est la trachée, ici c'est le cul-de-sac supérieur de l'œsophage, ici c'est le cul-de-sac inférieur de l'œsophage. Parfois on a des fissures entre l'œsophage et la trachée en fonction du grade de l'atrésie de l'œsophage. Le diagnostic de l'atrésie de l'œsophage, il est soit anténatal, soit à la naissance. En anténatal, il existe des signes indirects. On remarque généralement lors de l'échographie obstétricale, on retrouve généralement un estomac vide ou hydramnios. Hydramnios, c'est augmentation de liquide amniotique. Bien sûr, cette augmentation de liquide amniotique va nous, comment dirais-je, va nous orienter vers la possibilité d'avoir une atrésie de l'œsophage, c'est-à-dire le fœtus ne peut pas déglutir cette quantité ou ne peut pas déglutir le liquide amniotique, donc il est en excès dans l'utérus. D'accord? À la naissance, généralement, c'est la détresse respiratoire, mais il faut savoir que il existe des atrésies de l'œsophage qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire à la naissance, le nouveau-né ne présente aucune symptomatologie et il faut faire le dépistage dans certaines situations. Voici les différentes formes de l'atrésie de l'œsophage. Regardez ici. Type 1, c'est une atrésie qui est simple, amputation de segments de l'œsophage avec deux cul-de-sac supérieur et inférieur, mais sans fistule œsotrachéale. Le type 2, c'est une atrésie de l'œsophage avec une fistule proximale, c'est-à-dire œsophagien dans le segment supérieur. Le type 3, c'est le plus fréquent des atrésies de l'œsophage. On a une fistule inférieure dans le segment inférieur, et c'est la plus fréquente. Le type 4, double fistule, fistule proximale et fistule distale, c'est-à-dire une fistule œsotrachéale dans le segment supérieur, une fistule œsotrachéale dans le segment inférieur. Le type 5, on a une sténose de l'œsophage avec double fistule, mais c'est une forme qui est très rare, et la forme la plus fréquente, c'est le type 3. Le dépistage de l'atrésie de l'œsophage se fait par l'épreuve des sens, c'est-à-dire on fait une introduction d'une sonde naso-gastrique et puis on fait une injection de l'air en mettant le stéthoscope au niveau de l'estomac. Si on entend de l'air, donc il y a un passage de l'air dans l'estomac, donc il n'y a pas d'atrésie. Mais le passage de l'air n'élimine jamais une atrésie de l'œsophage. Regardez ici. Par exemple, le type 4, si on injecte de l'air ici, il va arriver à l'estomac. Donc, si le test est positif, c'est-à-dire un passage de l'air, donc probablement il n'existe pas d'atrésie de l'œsophage, mais dans le type 4, l'air peut passer, mais il y a une atrésie de l'œsophage. Donc, l'épreuve des sondes n'élimine pas à 100% l'atrésie de l'œsophage. L'épreuve des sondes peut éliminer le type 1, peut éliminer le type 2, peut éliminer le type 3, partiellement le type 5, mais elle n'élimine pas le type 4. Seules les atrésies de type 1 et 2 peuvent être suspectées à l'échographie lors du 2e au 3e mois de grossesse, c'est-à-dire le diagnostic anténatal lorsqu'il existe hydramnios et estomac non visible. Le dépistage dans ce cas, il est systématique à la naissance à l'aide d'une sonde flexible que l'on pousse dans l'œsophage pour vérifier sa continuité, mais il faut pratiquer une radio thoracique sonde en place. Regardez ici.
Normalement, la sonde passe à l'estomac. Ici, la sonde s'enroule. D'accord? Et c'est le diagnostic positif d'une atrésie de l'œsophage. Le traitement, il est chirurgical, c'est-à-dire on doit orienter le nouveau-né au chirurgien après stabilisation pour un acte chirurgical, c'est-à-dire rétablissement de la continuité de l'œsophage. Le syndrome de Vecteral. Vecteral, c'est un acronyme VACTERL. C'est un syndrome polymalformatif généralement incompatible avec la vie. D'accord? Le V, c'est vertébral, c'est les anomalies vertébrales qui peuvent y exister, telles que scoliose, malformation des côtes. Le A, c'est anorectal, généralement l'imperforation anale et sténose intestinale. C, c'est cardiaque, telle la communication intraventriculaire aux tétralogies de Fallot, aux percussions du canal artériel. T, c'est trachéo-œsophagienne, soit trachéomalacie, soit atrésie de l'œsophage. Rein, c'est les malformations rénales, rein en fer à cheval, anomalie des urétères, absence d'un ou des deux, un ou les deux reins. L, c'est les limbes en anglais, limbes, c'est anomalie des membres, soit des doigts surnuméraires, soit des membres atrophiés. Ce syndrome polymalformatif, général, il est incompatible avec la vie. L'hernie diaphragmatique. L'hernie diaphragmatique, c'est une urgence chirurgicale néonatale. C'est une anomalie de l'organogénèse du diaphragme qui va conduire à la migration des viscères abdominaux dans le thorax, qui vont comprimer le poumon. Donc, à la naissance, il va y avoir un abdomen plat, avec une détresse respiratoire, soit modérée, soit sévère, avec une déviation des bruits cardiaques à droite. Le diagnostic, il est soit anténatal, c'est-à-dire une écho-obstétricale qui va objectiver les intestins ou le contenu digestif à l'intérieur du thorax, soit à la naissance, il est clinique et radiologique. Clinique, une détresse respiratoire soit modérée, soit sévère, un abdomen qui est plat, un thorax qui est globuleux par la présence des tubes du contenu digestif dans le thorax. On entend le gargouillement des intestins au niveau du thorax et les bruits cardiaques sont déviés à droite. Le diagnostic est radiologique. On pratique une radiographie thoracique sonde en place qui va objectiver comme ici, la radiographie thoracique sonde en place qui va objectiver le contenu digestif, c'est-à-dire des anses intestinales dans le thorax. Vous voyez ici le schéma anatomique. Il existe deux trous, bouche d'Alec et Monro. Généralement, l'hernie gauche est la plus fréquente par rapport à l'hernie droite, parce que l'hernie droite, s'il existe un trou ici de bouche d'Alec, généralement c'est le foie qui va obturer le trou et qui va empêcher le passage du contenu digestif, et généralement on n'aura pas de problème à la naissance. Les urgences abdominales. D'accord? Les urgences abdominales les plus fréquentes sont généralement l'imperforation anale. L'imperforation anale qui est une malformation à dépister systématiquement en salle de naissance. D'accord? Le dépistage ou le passage à côté d'une imperforation anale est impardonnable parce que le diagnostic est facile. Regardez ici. D'accord? C'est une anomalie anorectale. C'est l'absence de l'anus visible ou en place à la naissance. C'est un accident précoce dans le cloisonnement de la membrane cloacale et le développement de l'intestin postérieur entre la 4e et la 8e semaine. D'accord? Remarque, la présence de méconium n'élimine pas une imperforation anale, surtout chez les filles. D'accord? Vous allez dire que le temps qu'il y a un anus, il y a un méconium. Il faut savoir, parfois, les malformations anorectales peuvent être accompagnées d'une fissure entre le rectum et la vessie. Donc, il y aura élimination de méconium mélangé des urines. Donc, on aura un aspect ou un phénomène appelé méconurie. Donc, il faut essuyer l'anus et observer la marche anale, mieux introduire un thermomètre pour éliminer l'imperforation anale parce que c'est une urgence il ne faut pas passer à côté d'une imperforation anale.
Les atrésies intestinales sont soit duodénales, soit dans l'intestin grêle, soit coliques, soit euh, la maladie d'Hirschsprung. Généralement, on a un retard ou absence d'émission de méconium dans avec différentes pathologies, avec un ballonnement abdominal qui est important. Le diagnostic se fait par l'abdomen sans préparation, qui va objectiver soit des niveaux hydroaériques, généralement des niveaux hydroaériques, qui vont confirmer qu'il existe une atrésie intestinale ou un problème chirurgical intestinal. Le traitement est généralement chirurgical, donc il faut orienter directement vers le chirurgien. L'ileus méconial. L'ileus méconial, c'est une obstruction de la lumière de l'élément terminal par du méconium. L'étiologie la plus fréquente est la mucoviscidose, 98%. Peut être reconnue lors du diagnostic prénatal par l'association d'un grêle hyperéchogène et d'une distension abdominale. Le pronostic global dépend de la maladie sous-jacente, c'est-à-dire dépend de la maladie causale qui est la mucoviscidose. Ça, c'est un aspect de l'ileus méconial, d'accord, ici, d'accord, qui va engendrer une distension abdominale. D'accord. La péritonite méconiale, c'est une urgence néonatale, elle est liée à la perforation digestive, généralement elle est prénatale, peut être reconnue à l'échographie prénatale, bien sûr, et le traitement n'est que chirurgical. Il ne faut pas passer à côté d'un omphalocèle ou laparoschisis. D'accord? Parce que le diagnostic, il est évident. À l'inspection, on peut reconnaître un omphalocèle ou laparoschisis. Le diagnostic anténatal est possible. D'accord? On peut dépister par une échographie anténatale avant la naissance, bien sûr, pour programmer l'accouchement dans un centre spécialisé pour une prise en charge adéquate et précoce. Commençons par l'omphalocèle, d'accord, qui est d'une fréquence de 1 sur 5000 naissances. C'est une embryopathie et ces malformations généralement sont associées à d'autres malformations chromosomiques, crânio-faciales, cardiaques qui conditionnent le pronostic vital, d'accord. Donc le pronostic, il est bon, c'est omphalocèle isolé. Mais si l'omphalocèle est associé à d'autres malformations, le pronostic est, comment dirais-je, est sombre. Qu'est-ce que l'omphalocèle? C'est l'absence de la fermeture de la paroi ventrale de l'embryon avant la 9e semaine de gestation. Créant une large hernie centrée par le cordon ombilical, où les viscères extériorisés sont protégés par un sac, c'est-à-dire ils sont protégés par un sac. À l'intérieur de ce sac, il y a les viscères ou le contenu digestif. La taille de l'ouverture pariétale est variable, de la simple hernie contenant quelques onces de graines jusqu'à l'omphalocèle géante qui peut contenir le foie. Voici des images d'omphalocèle. Regardez, ils sont recouverts d'un sac, d'accord? D'accord, c'est une hernie d'un sac contenant des onces intestinales, d'accord, ici. D'accord. Ça, c'est le cordon ombilical. D'accord. La paroschisis, il est moins fréquent que l'omphalocèle, d'accord, 1 sur 1000 naissances. L'association fréquente à une prématurée ou hypotrophie. Le pronostic est généralement bon parce qu'il est rarement associé à d'autres malformations. C'est un défaut de la croissance pariétale, probablement d'origine vasculaire, pendant la phase finale de la délimitation. Pas d'anomalie associée, c'est pour cela que le pronostic est bon. C'est une anomalie latéro-ombilicale droite, généralement droite, mais sans sac, c'est-à-dire les onces intestinales baignent dans les liquides amniotiques sans sac. L'aspect des onces généralement cartonnés à la naissance à des degrés variables parce qu'ils sont très fragiles et agressés s'ils ne sont pas protégés. Ça, c'est le laparoschisis, d'accord, regardez, les onces intestinales. Ça, c'est le cordon ombilical. Il n'existe pas un sac qui couvre.
D'accord? C'est pour cela qu'il faut protéger directement ces intestins pour éviter la nécrose avant la chirurgie. D'accord? Ici. Le traitement est généralement chirurgical. C'est pour cela qu'il faut préparer le chirurgien à l'avance et programmer l'accouchement dans un milieu particulier et spécialisé pour un transport rapide du nouveau-né et une prise en charge adéquate et précoce. En conclusion, les malformations ou les urgences chirurgicales néonatales sont diverses, d'accord? Elles misent en jeu le pronostic vital. La prise en charge précoce est possible, mais vaut mieux les dépister avant la naissance parce que la plupart des urgences chirurgicales peuvent être dépistées en anténatal pour programmer les accouchements dans un milieu spécialisé pour une bonne prise en charge ultérieure. Et je vous remercie.